effectivement, Pierre Garand de Raymond Chabot Grant Thornton. Je suis associé en certification au sein du bureau et je suis également président d'une de nos filiales qui s'appelle Opério, qui offre des services d'accompagnement et de support administratif pour les PME. Le but de la rencontre de ce matin, c'est de faire un survol des différentes mesures qui ont été annoncées. On a vu qu'il y a eu beaucoup de changements jour après jour. Donc, c'est de prendre le temps de revoir les principaux programmes qui sont disponibles, quels sont leurs critères d'admissibilité, les exceptions, les assouplissements. On veut essayer d'évaluer ou d'aborder avec vous les impacts court, moyen et long terme sur vos organisations. À la fin de la présentation, je fais un lien avec la gestion de la trésorerie ou des liquidités, parce que c'est beau les mesures d'aide, mais dans le fond, ça vient s'inscrire dans le cadre de la gestion de la trésorerie de votre entreprise. On va tenter de répondre à vos questions. Puis si vous avez des préoccupations particulières ou des éléments additionnels, on pourra en prendre note également. Je prévois une présentation de 35 à 40 minutes. Je vais passer assez rapidement sur des concepts peut-être un peu plus complexes, là, qui sont peut-être moins pertinents pour ce matin. Par contre, si vous avez des questions relatives à ces sujets-là, n'hésitez surtout pas à les poser. On prendra le temps de les regarder comme il faut. Donc, si on fait un survol des différentes mesures qui ont été annoncées par les gouvernements depuis le début de la crise, on peut les regrouper en 3 différents niveaux. Il y a un premier niveau qui est en lien plus avec de l'aide financière directe, donc des subventions. Plusieurs mesures d'annoncer dans ça. Il y a toute une série de prêts ou de garanties de prêts qui sont rendus disponibles également. Et finalement, les gouvernements ont accordé des allègements et des reports pour permettre aux entreprises de garder une partie de la trésorerie pour passer à travers la crise. Si on regarde les principales mesures, celles dont on entend le plus parler ces jours-ci. Évidemment, la principale, c'est la subvention salariale d'urgence du Canada. C'est la subvention qui subventionne, dans le fond, ou qui offre une aide de 75% des salaires que vous versez, dans la mesure où vous êtes capable de démontrer une baisse de revenus. On va revoir les critères détaillés tantôt. Cette subvention-là s'arrime également avec la subvention qui avait été annoncée par le gouvernement fédéral avant, qui était la subvention salariale temporaire, qui, elle, dans le fond, vous permet de couvrir 10% des salaires versés. Ces 2 mesures-là sont arrimées avec la prestation canadienne d'urgence, qui est une mesure pour les travailleurs, pour les particuliers, mais qui, comme elle est intégrée avec les 2 subventions, on va aussi la revoir. Donc, ça, c'est la fameuse aide de 2000 $ par mois qui est depuis peu disponible en ligne. Le Québec a annoncé 2 mesures qui peuvent être intéressantes, principalement le PACME, le programme d'action concerté pour le maintien en emploi, qui permet de couvrir jusqu'à 100% des frais de formation durant la crise. L'autre mesure qui est très pertinente et qui est beaucoup utilisée cette semaine, c'est le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Donc, c'est le fameux prêt garanti par le gouvernement fédéral de 40 000 $ qu'on va revoir en détail tantôt. Et finalement, il y a différents autres programmes conjoints de financement ou de garantie de prêt qui sont consentis par les institutions financières en collaboration avec la BDC, EDC, les MRC et Investissement Québec. Donc, différents partenaires gouvernementaux qui viennent supporter les institutions financières pour aider les entrepreneurs. Quand on parle d'allègement et de report, donc impôts à compte provisionnel, autant au fédéral qu'au provincial, ont été reportés au 1er septembre. Donc, on a tout ce qui était payable avant le 1er septembre peut être reporté à ces dates-là. Pour ce qui est de la TPS, TVH, TVQ, dans le cas de TPS, TVH, on reporte au 30 juin. Dans le cas de la TVQ, au 1er septembre. Donc, encore une fois, des allègements qui vous permettent d'avoir accès à de l'argent immédiatement. Si on entre dans le détail de la subvention salariale d'urgence du Canada, le projet de loi C14 a été adopté en fin de semaine et donc vient officialiser la mesure qui s'intègre à la loi de l'impôt. Dans le fond, si on la résume, c'est une subvention qui est accordée à un employeur qui couvre 75% de la rémunération versée jusqu'à concurrence de 847 $ par semaine par employé
pour la période du 15 mars au 6 juin. Et donc, c'est 3 blocs de 4 semaines durant cette période-là qui font l'objet d'une subvention de 75% des salaires. Pour être admissible, on doit être capable de démontrer une baisse de nos revenus bruts d'au moins 30% et pour le mois de mars de 15%. Qui est admissible? À peu près tout le monde, donc employeurs de toute taille, de tout secteur, à l'exception des entités du secteur public. Donc, ça inclut les particuliers qui sont employeurs, les sociétés imposables, les sociétés de personnes, ainsi que différents organismes sans but lucratif, organismes de bienfaisance enregistrés et d'autres organisations spécifiquement visées par règlement. Le critère important pour la subvention salariale d'urgence du Canada, c'est d'être capable de démontrer la fameuse baisse de revenus. Évidemment, c'est important de comprendre que les revenus qui sont visés par cette mesure-là, ce sont les revenus qui sont tirés d'une entreprise, soit de la vente de biens, de la prestation de services ou de l'utilisation par d'autres des ressources de l'entité. Ça exclut les sources sans lien de dépendance, avec lien de dépendance, pardon. Donc, c'est pas des recharges entre des compagnies si vous avez 2 ou plusieurs entreprises. C'est pas des recharges entre vos compagnies, c'est des transactions faites avec des tiers. Ça exclut les postes extraordinaires, les montants à titre de capital. Ça exclut aussi la subvention salariale qui serait reçue. Puis, dans le cas des organismes sans but lucratif, et des organismes de bienfaisance, on a des choix qu'on peut faire pour savoir si on inclut ou non les sources de revenus gouvernementaux. Pour évaluer votre base de revenus, vous avez maintenant 2 choix. Initialement, la mesure prévoyait qu'on comparait les mois de mars, avril et mai avec l'année passée. Ils ont ajouté un assouplissement qui permet maintenant de les comparer également aux revenus de janvier et février en faisant la moyenne. L'objectif de ça était principalement de permettre à des entreprises plus jeunes qui ne se seraient pas qualifiées par rapport à l'année passée parce que les revenus ont augmenté ou il n'y avait juste pas de revenus l'an dernier, d'avoir accès à la mesure. L'autre choix important qui a été amené, c'est le choix de la méthode comptable pour établir les revenus. Vous avez 2 options, soit la comptabilité d'exercice, soit la comptabilité de caisse. La différence entre les deux, c'est de dire comptabilité d'exercice, c'est normalement ce que vous retrouvez dans vos états financiers, donc ce que vous facturez à des clients, et donc qui peuvent être à recevoir ou qui peuvent être reportés dans le temps selon la nature de vos revenus. Alors que dans le cas de la comptabilité de caisse, on parle vraiment des encaissements réels. Et donc, dans un contexte de crise où beaucoup de clients ont aussi de la difficulté et payent moins vite, le choix de la méthode de la comptabilité de caisse peut être, dans certains cas, très intéressante pour permettre aux entreprises de se qualifier. Donc, dans les 2 cas, autant pour le choix de la période de référence que de la méthode comptable retenue, c'est hyper important d'analyser c'est quoi les impacts pour vous et d'anticiper ce que ce sera pour avril, mai et à la limite, si jamais la mesure était étendue, pour les mois à venir, parce qu'une fois que vous allez avoir fait le choix d'une période de référence et d'une méthode comptable, vous devez vivre avec ce choix-là pour la durée du programme. Donc, on ne peut pas changer de méthode. Donc, c'est important au moment du choix initial de faire le tour du jardin puis d'être sûr qu'on prend la meilleure décision pour l'entreprise. On parlait de lien de dépendance. Si vous avez des entreprises multiples, il y a certaines règles qui s'appliquent au niveau des recharges entre les compagnies. Pour fin de présentation ce matin, je vais passer par-dessus cette mesure-là, mais si jamais vous avez des questions pointues, on pourra y revenir. Il a été annoncé samedi que dans le cas où une entreprise est admissible pour une période, elle devient automatiquement admissible pour la période subséquente. Donc, si vous êtes admissible pour le mois de mars, automatiquement, vous tombez admissible pour le mois d'avril et vous devrez vous requalifier pour le mois de mai. De la même façon, si vous êtes admissible en avril, vous êtes automatiquement admissible pour le mois de mai. On va revoir les critères tout à l'heure en détail. Tantôt, je parlais des modifications qui sont survenues au fil du temps. Donc, entreprises en démarrage, entreprises en croissance, les entreprises qui ont des travaux en cours, des revenus reportés, ceux qui avaient des problèmes de recouvrabilité de leurs revenus ou des mauvaises créances, sont maintenant couverts par les mesures du programme de subvention salariale d'urgence.
Il reste pour les entreprises cycliques ou saisonnières ou pour des entreprises qui opéreraient différentes divisions dans une même entité, certains enjeux, là. Mais de façon générale, le programme s'est beaucoup bonifié au cours des semaines. Comment se calcule la subvention? Et celle-là est importante. On parle de 75% de la rémunération versée. Donc, c'est une subvention qui est versée à l'employeur et non pas aux employés, mais pour couvrir les payes versées aux employés par l'employeur. Donc, vous devez continuer de payer vos employés. Vous devez aussi payer les parts employeurs sur ces salaires-là, comme vous le faisiez précédemment. Et la subvention va venir, dans le fond, couvrir 75% de cette rémunération-là pour la période de référence dont on a parlé précédemment. Il existe un critère qui permet également de considérer, plutôt que de considérer la rémunération versée durant la crise, de considérer la rémunération qui était versée juste avant la crise et qui serait aussi admissible au montant de 75%. Donc, pratico-pratique, ça permettrait à un employeur qui aurait réduit les salaires de ses employés en temps de crise pour compresser ses dépenses, d'être subventionné potentiellement jusqu'à 100% pour les salaires versés, dans la mesure où ces salaires-là, dans le fond, ils paieraient 100% de 75% du montant qui était versable avant la crise. Une affaire importante à savoir, surtout quand on est dans une organisation, souvent vous êtes actionnaire de votre compagnie, vous sortez un salaire. Au fin de l'impôt, ça, c'est considéré un lien de dépendance, donc l'actionnaire, sa famille. Si des salaires étaient versés avant la crise pour ces personnes-là, les salaires sont admissibles à la subvention salariale. Par contre, s'ils n'avaient pas de versé avant, on ne pourra pas commencer à en verser durant la crise. Ça ne sera pas admissible et on ne peut pas non plus augmenter ces salaires-là durant la période de la crise. Donc, il fallait absolument être déjà considéré comme un employé au 15 mars 2020 pour être admissible comme actionnaire à la subvention salariale. Quand on parle de rémunération admissible, là, on est dans tout ce qui est normalement compris dans le journal des salaires qui fait l'objet de déduction à la source, donc tous les traitements, salaires, les autres rémunérations, y compris les commissions, font partie de la rémunération admissible. Ça exclut, par contre, allocation de retraite, les primes de départ, les avantages d'achat d'actions ou d'options, l'utilisation d'un véhicule d'entreprise à des fins personnelles et d'autres affaires plus techniques, là. Mais je dirais de façon générale, la rémunération est considérée à 100% dans le calcul de la subvention salariale. Je parlais du salaire avant la crise. Comment on fait pour l'établir? Dans le fond, c'est une moyenne des payes qui ont été versées à l'employé entre le 1er janvier et le 15 mars 2020. Et on exclut spécifiquement dans ce calcul-là des périodes de séjour pour lesquelles l'employé n'aurait pas eu aucune rémunération. Donc, sinon, vous faites la moyenne et vous pouvez comparer versus ce qui est payé dans le cadre de la crise et on aura le droit à 75% de ces montants-là, évidemment, dans la mesure où on paye les employés. C'est important de savoir qu'il y avait un arrimage avec la prestation canadienne d'urgence, la PCU, et donc, le critère, puis on va le revoir tantôt, mais pour avoir accès à la prestation canadienne, c'est d'être 14 jours consécutifs sans rémunération. Et donc, si vous avez le droit à la PCU, vous êtes exclu comme employé de la subvention salariale. Donc, c'est pour ça qu'il y a un critère d'admissibilité qui est présenté disant que les employés ayant 14 jours ne sont pas admissibles à la subvention. Dans le cas où vous avez des employés, puis là, la mesure, l'autre élément important à préciser, c'est que ça vise à payer les employés qu'ils travaillent ou non. Dans la mesure où ils ne travaillent pas, vous avez également le droit à vos remboursements de cotisations d'employeurs pour l'assurance emploi, les régimes de pension du Canada, la Régie des rentes et le régime québécois d'assurance parentale. Ces montants-là s'ajoutent aux 847 $ qui est disponible. Et encore une fois, il est disponible seulement pour les périodes et pour les employés qui n'ont fait aucune heure de travail pour l'entreprise. Il n'y a pas de plafond comme tel à la mesure. Donc, à la limite, une entreprise pourrait embaucher des nouveaux employés et ces employés-là seraient admissibles à la subvention salariale au même titre que les autres.
Évidemment, encore une fois, il faut que ces employés-là soient payés pour que ce soit le cas. On parlait des périodes de référence, donc mars, avril et mai. Les périodes exactes, c'est du 15 mars au 11 avril, du 12 avril au 9 mai et du 10 mai au 6 juin. Donc, 3 périodes délimitées. Puis, les critères pour mesurer l'admissibilité, ce sont les mois comptables de mars, avril et mai 2020, qu'on compare encore une fois au mois équivalent de l'an dernier ou à la moyenne de janvier et février, selon ce qui est le plus avantageux pour vous. On mentionnait tantôt le critère d'automatique, de report automatique de l'admissibilité pour le mois suivant la période où on est approuvé. Comment on présente la demande pour la subvention salariale? Ça va se faire via le portail de l'Agence du revenu du Canada dans la section Mon dossier. Ils n'ont pas encore annoncé quand ce serait disponible, mais on s'attend à ce que ce soit au cours de la semaine prochaine. Et au moment où ils vont annoncer les détails, ben, on saura un peu plus comment traiter l'information. Ce qu'on sait déjà, c'est que vous aurez la responsabilité comme employeur de démontrer au gouvernement la réduction des revenus et la rémunération versée aux employés. Donc, il faudra avoir des registres comptables puis être capable de faire ces démonstrations-là. L'autre élément important, c'est que vous devrez attester, il y aura quelqu'un de responsable dans l'entreprise d'attester auprès du gouvernement que l'information est complète et exacte. Et le gouvernement a prévu des règles anti-abus où les employeurs qui voudraient profiter du système ou présenteraient des renseignements faux ou trompeurs seraient non seulement obligés de rembourser la subvention, mais seraient assujettis à une pénalité de 25%, à des amendes et potentiellement à des peines d'emprisonnement qui pourraient aller jusqu'à 5 ans. Donc, le but, c'est de ne pas abuser du système, c'est de profiter des mesures qui sont très avantageuses, mais pas d'abuser du système parce que le gouvernement risque d'être assez sévère avec ces cas-là. Super rapidement, là, je vous ai présenté différents scénarios. On ne va pas les regarder en détail, juste vous montrer que si je prends un employé qui a une rémunération annuelle qui est passée de 20 000 jusqu'à 100 000, voir c'est quoi l'incidence. Donc, dans les scénarios 1, on continue de verser les salaires à 100% comme avant la crise. Ce que vous êtes capable de voir en bas, c'est que jusqu'à 847 $, dans le fond, le salaire est subventionné à raison de 75%. Et donc, passer le 58 700 $, là, je vais commencer à réduire progressivement. Donc, quelqu'un qui aurait 100 000 de salaire, dans le fond, la subvention salariale représenterait 44%. Mais jusqu'à 58 700, on a donc 75%. Dans le cas des salaires à 50%, ce que je mentionnais tantôt, si je prends l'exemple d'un employé de 40 000 qui donc gagnait 769 $ avant la crise, qu'on aurait ramené à 385, ben, ce qu'on voit en bas, c'est que vous avez le droit à 385 $ de subvention, donc 100% du salaire est rémunéré. Et c'est vrai jusqu'à concurrence. Vous voyez qu'à 80 000, on est encore à la même, au plein 100%. Et même pour une personne qui aurait été à 100 000, qui aurait été ramenée à 50, donc c'est 88% des salaires qui sont couverts. C'est la principale mesure. Quand on est capable de démontrer la baisse de revenus, c'est aussi la plus intéressante. Préalablement, le gouvernement avait aussi annoncé une autre subvention salariale temporaire de 10%. Celle-là est limitée à 1 375 $ par employé puis à 25 000 $ par employeur. Technicalité fiscale, pour y avoir droit à cette mesure-là, il faut avoir un plafond des affaires. Donc, il faut avoir accès à la déduction pour les petites entreprises au niveau de l'impôt. L'avantage de cette mesure-là, c'est qu'elle permet à un employeur de couper directement le 10% de subvention à même les remises d'impôt fédéral qu'il devait faire. Donc, ça me permet de me repayer tout de suite versus la mesure de subvention salariale de 75% où le gouvernement a précisé que les fonds seraient disponibles dans une période variant entre 3 et 6 semaines. Donc, la subvention salariale temporaire est plus rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez le droit au 10% et au 75%, mais au moment où ils vont verser 75%,
ils vont déduire le 10% déjà reçu. Donc, c'est comme ça que l'interaction se fait entre les deux programmes. Mais l'utilisation des deux pourrait permettre d'avoir accès à de la liquidité plus rapidement, puis après ça, d'aller chercher le complément via l'autre programme. Dans les deux cas, ce qui est important de savoir, c'est que ces aides gouvernementales-là sont imposables et donc doivent être inclus dans le revenu imposable, taxés, et serviront aussi à réduire les montants de charges de rémunération admissibles que vous pourriez avoir. Par exemple, si vous avez des crédits d'impôt pour de la recherche et développement ou d'autres crédits d'impôt fédéraux, ben, les salaires admissibles à ces crédits-là vont être réduits des aides financières reçues. Peut-être juste quelques mises en situation pour illustrer les différents concepts. Si vous avez dans un groupe corporatif les revenus d'une filiale, là c'est peut-être un peu pointu, mais qui ont diminué de 30% alors que le chiffre d'affaires du groupe consolidé a plutôt augmenté. Et une question qui revient souvent dans nos présentations, c'est est-ce qu'on peut considérer les revenus de la filiale seulement ou on doit considérer le chiffre d'affaires du groupe dans l'ensemble? Ben, c'est un choix qui peut être fait. Vous avez l'option de considérer entité par entité ou de le faire de façon consolidée dans le groupe. Mais évidemment, c'est un ou l'autre, puis on doit maintenir la méthode par la suite. On demande aussi les employés d'une société qui reçoivent un salaire qui est composé en partie de commission. Est-ce que c'est admissible ou non? Depuis la fin de semaine, ça a été précisé, oui, ces commissions-là font partie de la rémunération et donc sont admissibles à la subvention salariale. Dans le cas où vous auriez une entité qui paierait les salaires pour deux filiales opérantes, on voit ça beaucoup, entre autres, dans la restauration ou dans certains secteurs où on regroupe l'administration dans une entité puis on recharge des compagnies. Il y avait un enjeu avec les honoraires de gestion jusqu'à la fin de semaine. Maintenant, il y a des choix. Les calculs sont très pointus, mais la règle générale, si on peut qualifier ces entreprises-là, évidemment, si vous êtes dans cette situation-là, je vous invite à consulter votre conseiller ou à communiquer avec nous, là, parce que il y a des petits pièges dans ça, mais sachez que c'est possible. La situation 4, ben, c'est une entreprise qui avait 1 million de revenus, on peut dire 100 000, on peut dire 1 million, c'est la même logique, là, en 2019, qui prévoyait une expansion pour 2020 avec un chiffre d'affaires de 2 millions. Elle avait donc embauché les employés puis structuré ses coûts en fonction de ce volume prévu. Évidemment, à cause de la crise, les revenus sont pas au rendez-vous, puis elle a plutôt 1,2 million de revenus. La question était au début, est-ce que cette entreprise-là était admissible? Et malheureusement, elle ne l'était pas. Maintenant, avec le choix de la nouvelle période de référence qui peut être la moyenne de janvier et février, ça devient possible pour la majorité des entreprises. Il reste un cas où on voit que l'intégration des mesures n'est pas encore parfaite. C'est si vous avez fusionné des sociétés et vous l'avez fait juste en début mars, par exemple, donc après les périodes de référence, ben vous seriez encore à ce moment-ci, malgré les choses qui ont été modifiées, dans une situation où malheureusement vous n'avez pas accès aux subventions salariales. Donc, c'est un élément qui demeure, mais qui est assez pointu. Si on parle un peu de la prestation canadienne d'urgence, c'est une mesure dont on a entendu parler beaucoup dans les médias. Dans le fond, celle-là vise les employés. Tout employé âgé d'au moins 15 ans qui réside au Canada et qui a gagné 5 000 $ au cours de 2019 ou des 12 mois précédant la demande est admissible. Les revenus doivent provenir d'un emploi, d'un travail qu'il exécute pour son compte. Et ça, c'est une modification qui a été faite parce qu'initialement, les travailleurs autonomes n'étaient pas considérés dans la mesure. Ça prenait vraiment un salaire. Maintenant, les travailleurs autonomes ont été ajoutés, y compris les entreprises qui seraient des entreprises où le propriétaire se rémunérerait plutôt par dividende. Donc, ça fait maintenant l'objet de la mesure. Il y a une subtilité fiscale où le dividende doit être autre qu'un dividende déterminé. Je n'entrerai pas dans les détails de ça, mais normalement, retenez que c'est le dividende qui est taxable au plus gros taux, qui est celui qui est admissible à la mesure. Il pourrait aussi y avoir des montants provenant du régime parental provincial qui pourraient être considérés dans la mesure. Et un élément important à savoir, c'est que le 5 000 $ n'a pas à être gagné au Canada. Donc, ça prend un résident canadien et ça prend 5 000 $ de revenus, mais ce n'est pas nécessairement des revenus canadiens.
Le critère d'admissibilité de l'employé, c'est d'avoir cessé d'exercer son emploi ou son travail autonome en raison de la COVID-19 pendant au moins 14 jours consécutifs dans la période initiale de 4 semaines pour laquelle il demande la prestation. Fait qu'il ne faut pas, pendant cette période-là, avoir de revenus d'emploi, de travailleurs autonomes, de prestations parentales ou tout autre revenu par règlement. Là. Donc, ça doit être une période sans revenu. Et il ne faut pas s'attendre à avoir un revenu d'emploi ou de travail indépendant. Donc, c'est pas juste de reporter, c'est on ne devrait pas s'attendre à avoir ce revenu-là. Et donc, l'allocation, comment ça fonctionne? Bien, c'est une allocation qui est disponible pour un maximum de 4 périodes de 4 semaines qui vont de la période du 15 mars au 3 octobre 2020. Les demandes pouvaient être faites de façon rétroactive jusqu'au 15 mars lorsque la demande était postérieure à la perte d'emploi. Donc, vous pourriez avoir perdu votre emploi ou vos revenus le 6 avril et faire une demande rétro au 15 mars. C'est assez simple comme demande. Dans le fond, c'est un numéro d'assurance sociale valide. Il n'y a pas vraiment de preuves qui sont demandées à ce moment-ci. On peut s'attendre à certaines vérifications par la suite, évidemment. La prestation est imposable. Il n'y a pas de retenue d'impôt qui sont faites, par contre, donc il faudra prévoir que ce revenu-là sera taxable en fin d'année. Il sera inclus à la déclaration d'impôt. Pour appliquer à la PCU, donc, on allait sur le site de Canada, du gouvernement du Canada, dans mon dossier de l'ARC. Encore une fois, l'application peut se faire jusqu'au 2 décembre 2020. Normalement, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que c'est très rapide. Là, les versements sont versés dans les 5 jours ouvrables, même jusqu'à 3 jours ouvrables par dépôt direct. Évidemment, si vous voulez des chèques absolument, ben là, c'est un peu plus long, mais je pense que c'est vraiment l'exception. Quand on applique, ben, c'est nécessairement pour une période de 4 semaines et on doit appliquer aux 4 semaines. Donc, c'est un maximum de 16 semaines. C'est un paiement de 2 000 $ une fois par période de 4 semaines. Puis l'admissibilité, comme je disais, va être vérifiée par la suite. Ce qui est important, encore une fois, de comprendre, c'est l'interaction avec les deux programmes de subvention salariale. C'est comme je le disais tantôt, si vous étiez admissible, si un employé était admissible à la PCU, on n'aura pas le droit à la subvention pour la même période. Depuis le week-end, le gouvernement a mis en place un mécanisme qui devrait permettre d'annuler la demande de PCU dans le cas où un employeur réembaucherait ses employés. Mais là, pour l'instant, on n'a pas de détails parce que, évidemment, les montants qui ont déjà été versés, on pense qu'il est trop tard, mais on pourrait canceller les demandes pour les montants à venir. Et donc, l'employeur qui ne serait pas admissible à la subvention salariale de 75 % ou à celle de 10 %, ben, sa meilleure option actuellement pour bénéficier d'aide financière, c'est de mettre à pied les employés pour que ceux-ci puissent recevoir la PCU. Et donc, pour les autres, ben, c'est une question de faire le choix entre la subvention puis la mise à pied temporaire pour chacune des périodes de 4 semaines pour essayer d'optimiser les programmes disponibles. Il y a une mesure qui a été annoncée par le premier ministre disant qu'il y aurait quelque chose pour les gens qui ont des horaires réduits à 10 heures ou moins, mais il n'y a pas eu de détails encore qui ont été communiqués à cet effet-là, donc on fait la vigie là-dessus, mais pour l'instant, c'est pas clair. Rapidement, juste mise en situation numéro 6, c'est un employé qui était rémunéré, il voyait les semaines, là, donc du 15 au 21 mars, il a reçu sa paye, du 22 au 28, il n'y en a pas eu, 29 et 5 avril non plus, donc une semaine sur 4 semaines où il a reçu une paye. Est-ce qu'il est admissible à la PCU pour cette période-là? La réponse, c'est oui, parce qu'il y a 3 semaines pour lesquelles il n'y a pas eu de rémunération. Et le pendant de ça, ben, c'est de dire si l'employé, lui, est admissible, ben, pour la même période, l'employeur, ne sera pas admissible à la subvention salariale. Et donc, ça ira à la deuxième période de référence, là, celle d'avril à mai, où il pourra faire une demande de subvention pour cet employé-là, dans la mesure, évidemment, où il l'a réintégré et qu'il lui a versé son salaire. Rapidement, les autres mesures disponibles, on retrouve le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Donc, on en parlait tantôt. C'est un prêt qui va jusqu'à 40 000 $ qui est consenti par votre institution financière principale. Donc, la banque ou la caisse où vous faites affaire pour vos opérations et vos payes. Donc, le compte principal. Cette institution-là peut vous accorder un prêt de 40 000 $ qui est garanti par le gouvernement fédéral à 100 %.
L'avantage de ce prêt-là, c'est qu'il ne porte pas intérêt et qu'il ne portera pas intérêt jusqu'au 31 décembre 2022. Et dans la mesure où vous le remboursez avant la date limite du 31 décembre, vous avez le droit à une radiation de 25% du montant du prêt. Donc, par exemple, si vous avez emprunté 40 000 vous devez rembourser 30 000 et vous gardez 10 000 qui devient une subvention. Donc, c'est un programme qui est super intéressant. Les déboursés se font rapidement. On parle encore une fois d'à peu près 5 jours pour avoir droit à l'argent. Évidemment, il faut être capable de démontrer que ce prêt-là sert à couvrir des dépenses opérationnelles courantes qui n'ont pas pu être reportées. Donc, des salaires, des loyers, le service de la dette, d'autres dépenses courantes là, que malheureusement, on n'a pas pu reporter. Dans la mesure où vous êtes capable de faire cette démonstration-là à l'institution financière, vous avez accès à ce programme-là. Qui, encore une fois, est un programme super intéressant. Si au 31 décembre 2022, vous n'êtes pas capable de rembourser, là, à ce moment-là, le prêt est remboursable sur 3 ans après 2022, donc de 2023 à 2025, mais là, va porter intérêt à raison de 5 L'autre mesure dont je parlais tantôt rapidement, c'est le programme d'action concertée pour le maintien en emploi. Donc là, c'est la mesure relative à la formation. Donc, si vous avez ramené sur votre payroll des employés, même s'ils ne travaillent pas, tant qu'à les payer, on peut peut-être en profiter pour les former. Le gouvernement du Québec offre de rembourser 100% des dépenses admissibles de formation jusqu'à concurrence de 100 000 et 50% au-delà de 100 000 jusqu'à 500 000. Et donc ça inclut les honoraires de formateurs, ça inclut les achats de matériel, ça inclut la gestion des ressources humaines pour coordonner la formation. Et en plus, ben, il couvre aussi 100% de la rémunération versée aux travailleurs qui suivent la formation jusqu'à concurrence de 25 de l'heure. Donc, évidemment, c'est un programme qui s'intègre avec les autres. Donc, si vous recevez déjà 75% de subvention pour le salaire, ben on va compléter avec cette mesure-là pour l'autre 25%. Si vous receviez 10%, vous allez compléter à 90%. Puis si vous n'aviez pas accès aux subventions salariales, ben dans le cadre de cette mesure-là, les heures de formation seraient subventionnées à 100%. La période de référence pour faire la demande des subventions va du 15 mars 2020 jusqu'au 30 septembre 2020. Donc, on pourrait encore pour les périodes à venir et pour un petit bout, organiser des activités de formation qui seraient admissibles au PACME. Tout ça, tout ça, ce sont des mesures qui visent à amener de la trésorerie puis à donner de l'air aux entreprises dans le cadre de la crise. C'est sûr que la gestion de trésorerie, c'est toujours l'élément le plus important en entrepreneuriat, mais c'est encore plus vrai en temps de crise. La devise en bon français, c'est cash is king. Donc, quand on a des liquidités, on est capable d'être patient, on est capable de se virer de bord. Évidemment, ça doit être le focus de tous les entrepreneurs. Donc, évidemment, il faut comprendre notre situation. Je pense que ça, c'est la base. Donc, comprendre c'est quoi vos besoins détaillés de liquidité à court et à moyen terme. Donc, pour arriver à établir ça, ben, c'est de savoir combien vous avez de liquidité disponible aujourd'hui, combien vos lignes de crédit vous permettent d'aller chercher actuellement de financement additionnel. Tu sais, j'ai-tu de la place sur ma marge de crédit? J'ai-tu de la place sur mes prêts actuels? Et évidemment, il faut identifier les besoins additionnels qui risquent d'arriver. Et quand on est en train de faire cet exercice-là, évidemment, je pense que c'est bien d'avoir des scénarios positifs, mais il faut planifier pour le pire scénario et avoir un plan d'action approprié. Donc, savoir qu'est-ce que je fais si j'ai un cash crunch, quand est-ce que cet élément-là ou cette pression-là sur mes liquidités peut arriver, puis établir c'est quoi les leviers disponibles que j'ai là. Qu'est-ce que je vais faire quand j'en aurai plus d'argent pour réussir à passer à travers? Fait que ça, c'est hyper important de le planifier en amont et non pas quand on arrive directement sur la situation. Évidemment, c'est super bien d'avoir accès à des nouveaux financements pour se donner de l'air à court terme, mais ce sont, à part les subventions, des prêts. Donc, c'est des choses qu'on doit rembourser. Donc, ça a un effet à court terme, mais ça a aussi un effet à long terme. Fait que c'est à prendre en considération. C'est pas de l'argent qui tombe du ciel, là, donc il faut le prévoir, puis il faut prévoir ces modalités de remboursement-là tantôt.
L'autre élément clé, c'est là, on est en ralentissement complet, mais il va y avoir une relance et il faut la planifier. Puis quand ça va arriver, il va falloir avoir du monde, il va falloir avoir des ressources pour être capable de repartir. Donc, quand on fait notre plan financier, on a besoin de prendre ces éléments-là en compte. Évidemment, d'avoir accès à de l'information en temps réel, je pense que c'est la clé, là, de savoir où vous en êtes, puis d'avoir le pouls de votre business. Je pense que c'est fondamental. Puis l'autre élément important dans un contexte de crise, c'est d'avoir des discussions ouvertes avec les partenaires pour maintenir la confiance. Et vous n'êtes pas tout seul. Tout le monde est dans une situation qui est vraiment folle. Certains sont plus impactés que d'autres, mais d'avoir des discussions ouvertes avec nos partenaires, ça permet de s'assurer de passer le plus élégamment possible à travers la crise. Des conseils rapides ou des éléments à garder en tête quand on gère notre liquidité, c'est sûr que le focus est beaucoup sur le fonds de roulement. Donc, les comptes à recevoir. Est-ce que je peux collecter des clients? Évidemment, c'est sensible parce que nos clients ont aussi des difficultés, mais en même temps, ça peut être très long avant qu'on puisse à recevoir notre argent. Donc, il faudrait même, je pense, envisager d'offrir des escomptes. Il y a des clients qui sont liquides, il y a des clients qui sont prêts à payer, mais ils ne se presseront pas à le faire si j'ai pas d'incitatif à le faire. Donc, l'idée d'envisager ça, ça reste la meilleure source de financement parce que c'est de l'argent qui vous appartient. Puis quand vous êtes capable de le récupérer, ça vous permet de gérer les autres éléments. Les autres éléments, il y a les inventaires. C'est sûr que si vous gérez des stocks, de ralentir les achats. Encore une fois, si vous êtes liquide, d'essayer d'aller chercher des escomptes. Il y a beaucoup de fournisseurs qui sont ouverts à accorder des bons escomptes pour continuer à faire des ventes. S'assurer de sécuriser votre chaîne d'approvisionnement. Donc, quand ça va repartir, est-ce que mon fournisseur va continuer de me livrer? Est-ce que j'ai besoin de trouver un autre fournisseur parce que je pense que celui-là ne passera pas? Donc, sécuriser cette chaîne-là, c'est fondamental pour être capable de redémarrer l'entreprise. Les comptes à payer, évidemment, tous vos fournisseurs, si vous êtes capable de retarder des paiements, de prendre des ententes, de négocier des escomptes, c'est des choses qui doivent être considérées. Puis évidemment, puis c'est là que ça s'inscrit avec la présentation du matin, bénéficier de l'ensemble des mesures gouvernementales qui sont disponibles. Donc, c'est hyper important que vous analysiez votre situation, puis que vous planifiez l'utilisation des aides financières disponibles en les optimisant, là, aller chercher tout ce que vous pouvez aller chercher, puis s'assurer que ça se complète. Évidemment aussi, tout ce qui est allègement fiscal de paiement d'impôts, de taxes, de droits de douane, c'est des choses qui sont disponibles et donc vous devriez les utiliser. Finalement, l'autre élément clé, c'est la gestion des dépenses. Donc, dans un contexte de crise, c'est sûr qu'on vise à annuler ou à reporter toutes les dépenses qui ne sont pas essentielles. De la même façon, les investissements ou les dépenses qui peuvent être coupées, qui n'impactent pas les opérations. Par exemple, des investissements en immobilisation pour rénover, décorer, agrandir, des efforts de développement des affaires, des grosses campagnes marketing. C'est des places où souvent on peut reporter ces dépenses-là sans impact à court terme pour conserver notre trésorerie. Tout ce qui est coût fixe, c'est important de s'assurer qu'on est capable de les couvrir. Donc, si on ne peut pas reporter le loyer, si on ne peut pas reporter certains paiements, c'est de s'assurer qu'on a un plan qui va nous permettre de couvrir ces dépenses-là. Tout ce qui est variable, dans la mesure du possible, on l'analyse, voir s'il y a de la marge, si on est capable de couper sans hypothéquer la qualité ou hypothéquer la capacité de réaliser ce qu'on a comme activité commerciale, mais d'être très vigilant là-dessus. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'il y a beaucoup de coûts additionnels qui peuvent venir à cause du contexte actuel, que ce soit des coûts de sanitation, des coûts de la distanciation sociale, puis différentes mesures qui vont être demandées pour réouvrir les entreprises peuvent amener à des coûts additionnels. C'est des choses qu'on doit prévoir au moment où on fait nos demandes de financement, d'avoir au moins une visibilité là-dessus pour ne pas tomber des nues quand ces coûts-là vont être engagés. Évidemment, la réduction de masse salariale, c'était pour la plupart des entreprises la principale mesure et c'est pour ça que les subventions viennent couvrir cet élément-là. Et finalement, on a parlé, mais tout ce qui est gestion de l'inventaire, si on peut réduire ou liquider même certains stocks pour se donner de la liquidité, c'est probablement une bonne idée. Évidemment, votre premier partenaire, ça reste les institutions financières. Donc, si vous aviez déjà des financements en place avec une banque ou le Mouvement des Jardins, ils sont très ouverts au niveau des reports de paiement. Donc, ils donnent des moratoires de capital. Ils peuvent aussi
augmenter dans certains cas des marges ou assouplir la margination, donc vous permettre d'avoir un dépassement de marge parce que vous n'avez pas les recevables ou les inventaires pour la supporter. Puis dans certains cas, ils peuvent refinancer des actifs pour amener de la liquidité. Donc, encore une fois, ça, c'est du cas par cas. C'est de s'asseoir avec son banquier, de lui présenter l'impact de la crise sur l'entreprise, mais également le fait que vous êtes en contrôle, que vous avez un plan, que vous utilisez les mesures gouvernementales qui sont disponibles, puis ultimement que vous gérez l'entreprise pour qu'au moment de la reprise, ben, vous puissiez grandir puis grandir avec eux. Je vous dirais, ça couvre l'ensemble des mesures et des considérants. J'ai vu passer beaucoup de questions dans le cadre du clavardage. Je vais juste prendre un instant pour faire le tour. Donc, finalement, plus des commentaires, je pense que... Bon, OK. Des questions en lien avec la sous-traitance pour les entreprises individuelles. Évidemment, les subventions salariales visent les employés. Donc, si on est dans un contexte d'entreprise personnelle puis qu'on travaille avec des pigistes ou des sous-traitants, il n'y a pas de mesure pour l'employeur parce qu'on n'est pas considéré comme un employeur. Par contre, tous ces joueurs-là peuvent être admissibles au PCU sur une base individuelle. Mais là, ça va être du cas par cas. Il faut voir vraiment la situation. Pour ce qui est de la subvention, évidemment, que l'équipe soit mise à pied ou non, dans le fond, la subvention salariale s'applique dans la mesure où je ramène ces employés-là sur le payroll. Donc, j'ai pas besoin de les faire travailler. Il est possible qu'ils ne puissent pas travailler, qu'ils soient assis chez eux, mais si je leur verse un salaire, je serai admissible à la subvention salariale. Évidemment, la clé ici, c'est qu'il faut verser le salaire. Je ne peux pas aller chercher la subvention puis pas payer les employés. Ça ne fonctionne pas. Ensuite de ça, bon, dans le cas des entreprises individuelles qui ont moins d'un an, encore une fois, le critère d'admissibilité pour la PCU, c'est le 5 000 de revenus. On n'est pas obligé d'avoir été en affaires depuis un an, mais on a besoin d'avoir généré un 5 000 pour être admissible à cette mesure-là. La mesure des travailleurs autonomes, comme je le mentionnais, la PCU a été bonifiée pour inclure cette situation-là. Bon, puis comme on mentionnait, pour être admissible à la PCU, vous ne devez pas avoir de revenus durant la période. Donc, si vous êtes en opération, si vous continuez de faire de la facturation, puis de gagner des revenus, ça pourrait potentiellement vous disqualifier. De la même façon, si vous avez des prestations de chômage ou vous avez d'autres sources de revenus, là, vous risquez d'être disqualifié pour la PCU. Dans le cas des étudiants, dans le cas des bourses, faudra voir. Honnêtement, c'est une bonne question. C'est une question à laquelle on ne s'était pas arrêté jusqu'à maintenant. Les revenus qui sont prévus, qui sont convenus dans la loi, là, sont ce que j'ai mentionné tantôt. Donc, d'office, ces montants-là, dépendant de qui verse la bourse, pourrait ne pas être problématique. Par contre, il y a, comme vous l'avez vu tantôt, une mention qui dit que les sommes reçues par règlement, donc si c'est des bourses qui sont reçues en lien avec les gouvernements, il pourrait avoir un enjeu. Je vous invite à consulter directement le site du gouvernement fédéral pour ce cas spécifique-là. Si j'achète une entreprise qui a bénéficié du prêt, ben, c'est l'employeur qui bénéficie, c'est l'entreprise qui est une personne morale qui avait le droit au prêt. Donc oui, les dettes de cette entreprise-là vont suivre pour le nouveau propriétaire, la nouvelle propriétaire. Donc, il n'y a pas de problème. Je pense que ce prêt-là demeure et que vous y aurez droit de toute façon. Les travailleurs autonomes sont-ils éligibles au PACME? Ben, actuellement, la mesure, ce qu'elle prévoit, encore une fois, c'est que c'est pour les entreprises
qui payent des employés pour suivre la formation. Donc, dépendant de la structure, si c'est vraiment un travailleur autonome, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Maintenant, cette mesure-là est en évolution aussi, c'est possible qu'ils l'élargissent, mais dans la définition initiale qui avait été faite, je ne pense pas que les travailleurs autonomes étaient considérés. Pour ce qui est des entreprises individuelles qui n'ont pas de masse salariale de 50 000, ben, malheureusement, non. Là, le prêt, il est vraiment prévu pour les entreprises. Le prêt de 40 000, il est prévu pour les entreprises qui avaient une masse salariale l'année passée entre 50 000 et 1 million. Par contre, si vous aviez, l'autre question, c'est si vous étiez versé des revenus au cours des années passées, puis qu'il y a un T4 en plus dans l'exemple en question, vous pourriez être admissible, mais là, il faut voir comment vous aviez traité vos opérations. Parce qu'encore une fois, là, le critère de base, c'est la rémunération de l'année passée. Vous devez, quand vous empruntez auprès de la banque, fournir votre T4 sommaire de l'entreprise pour l'année dernière, qui doit démontrer 50 000 de salaire versé à vos employés. Vous pouvez être inclus dans ça, mais si vous n'êtes pas capable de produire ce document-là, potentiellement, vous n'êtes pas admissible auprès de 40 000 $. Bon, des questions qui reviennent sur la PCU, même commentaire. Donc, encore une fois, c'est sûr que la PCU demande à ce qu'on ait eu des revenus dans l'année précédente, là, à raison de 5 000 $. Puis le 5 000 $, ben ça, c'est la rémunération brute. C'est ce qui est payé, c'est ce qui est gagné directement. C'est pas net des déductions. Pour ce qui est de l'embauche de nouvelles ressources, puis de subventions de formation, ben les mesures prévoient effectivement que, dans le fond, le but de ces mesures-là, c'est d'amener des employés sur le payroll, de faire en sorte que les gens aient accès à un salaire, puis à un employeur. Donc, on peut embaucher des employés et avoir accès à la subvention salariale et avoir accès au programme de formation dans la mesure où, évidemment, on se qualifie par ailleurs, là, notamment avec la baisse de revenus. Donc, ça demeure vrai. Pour ce qui est d'une boutique en ligne, ben, encore une fois, c'est une question d'opération. Si vous faites des ventes, puis le but, c'est pas de fermer les entreprises, là, je pense pas, au contraire. On continue d'opérer. Maintenant, là, dépendant des programmes, encore une fois, ben, c'est d'être capable de démontrer que vous n'avez pas de revenus durant la période. Si vous en avez, ben, malheureusement, vous ne serez pas admissible à la PCU. Et la dernière question que je vois ici, c'est une notion de revenu facturé versus payé. Et donc, quelle est la date considérée au niveau des revenus? C'est sûr que le seul programme pour lequel il y a une notion de base comptable différente des revenus d'entreprise, donc en comptabilité d'exercice, actuellement, c'est la subvention salariale qui prévoit de façon spécifique qu'on peut utiliser la comptabilité de caisse. Pour le reste, évidemment, c'est laissé à l'interprétation des fonctionnaires. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont aller vérifier en détail les registres comptables. Je vous rappelle que la PCU, avant tout, c'est une déclaration qui est faite par le travailleur autonome ou l'employé, comme quoi il n'a pas reçu de revenus. Je ne sais pas comment ça va être vérifié. Ils ne l'ont pas balisé. Maintenant, encore une fois, c'est ça, je vous invite peut-être à communiquer avec eux puis à voir ce qu'il y en est. Il y a eu des annonces, effectivement. Il continue d'y avoir des annonces sur les assouplissements de programmes. On suit ça de façon quotidienne. D'ailleurs, nos documents sont mis à jour de façon quotidienne sur le site de Raymond Chabot. Je vous invite à peut-être à aller consulter notre site. Vous aurez les dernières versions de ces différents documents-là qui présentent un résumé des mesures. Et ce qu'on fait avec nos clients de façon générale, c'est d'analyser la situation qui leur est propre,
de voir à quoi ils peuvent être admissibles, de voir comment on peut optimiser les programmes, puis à la limite d'accompagner les gens dans la préparation des demandes aux besoins. Pour faire ça, on a mis en place une ligne 1-800, là, le 1-844-967-3746, qui permet d'appeler. Il y a des gens qui sont disponibles pour répondre à vos questions puis vous accompagner. Je vous invite à appeler si vous avez besoin d'informations. Sinon, encore une fois, sur www.rcgt.com, vous avez une section COVID-19 là, qui résume toutes les mesures gouvernementales en place.